Elle a été oubliée dans une ferme abandonnée, jusqu'au jour où un homme a frappé à sa porte et a changé son destin. Camille Duroc n'avait que 24 ans, mais les années s'étaient déposées sur ses épaules comme un poids invisible. Elle vivait seule, depuis si longtemps qu'elle ne se souvenait plus de ce que cela faisait d'entendre quelqu'un prononcer son prénom avec tendresse. Le vieux corps de ferme, isolé sur les hauteurs boisées d'Avalon, était devenu son monde entier. Autrefois modeste mais vivant, le domaine s'était laissé mourir à petit feu, à l'image de ses occupants successifs. Le jardin qu'elle entretenait avec patience était son seul lien avec la vie extérieure. Elle avait été laissée là par sa tante Mireille à l'âge de 17 ans, avec la promesse vague d'un retour qui ne viendrait jamais. Il n'y eut ni lettre, ni appel, juste le silence. Et Camille, têtue comme l'étaient les femmes du roc, avait refusé de partir. Elle cultivait, troquait, réparait et survivait dans cette maison croulante aux murs humides et aux fenêtres grinçantes. Chaque matin, elle descendait au village avec son vieux vélo, les paniers chargés de légumes, d'œufs ou de confitures qu'elle échangeait contre du pain, du savon ou des mèches pour la lampe à pétrole. Les gens de la région parlaient peu d'elle, mais la regardaient avec une certaine pitié mêlée de crainte. Une jeune femme seule dans un endroit pareil, c'était étrange. Certains disaient qu'elle avait choisi cette vie, d'autres qu'elle n'avait pas eu le choix. Camille, elle, ne se posait plus la question. Le silence était devenu son allié, l'isolement, une forme de refuge. Les jours s'étiraient avec la lenteur d'un hiver qui ne finirait jamais. Elle parlait parfois à son chat Minou, un vieux matou borgne qui la suivait partout. Elle lisait les mêmes livres 100 fois, recousait les mêmes vêtements, écoutait le vent raconter toujours les mêmes histoires. Le seul signe du temps qui passe, c'était la rouille qui gagnait les outils et la mousse qui s'installait sur les pierres du puits. Mais ce jour-là, l'air était différent. Une pluie fine, presque glacée, tombait depuis le matin, tapotant le toit comme pour réveiller les souvenirs. Camille s'était réfugiée dans la cuisine, un bol de soupe chaude entre les mains, lorsqu'un son inhabituel fit vibrer les murs. 3 coups nets à la porte d'entrée. Elle se figea. Cela faisait des mois, peut-être des années, que personne n'avait frappé là. Le cœur battant, elle posa doucement le bol sur la table et jeta un œil par la fenêtre voilée de buée. Elle ne vit rien, juste la silhouette fantomatique de la forêt noyée sous la pluie. Elle hésita, un mauvais pressentiment ou simplement la peur d'avoir oublié comment parler à quelqu'un. Elle prit finalement une grande inspiration, attrapa une vieille clé rouillée accrochée près de l'évier et s'approcha lentement de la porte. Ses pas résonnaient sur le plancher comme un écho d'un autre temps. Encore 3 coups, plus insistants cette fois. Elle déverrouilla. Derrière la porte se tenait un homme, grand, maigre, vêtu d'un manteau trempé. Il portait un vieux chapeau fatigué sur des cheveux noirs collés par l'eau. Une barbe de plusieurs jours lui mangeait le visage. Il semblait exténué. Ses yeux, d'un gris étonnamment clair, se posèrent sur elle avec une intensité presque dérangeante. « Pardon de vous déranger », dit-il d'une voix grave mais posée. La pluie. Je cherchais juste un endroit où m'abriter un moment. Camille resta figée. L'homme ne ressemblait à aucun de ceux du coin. Il n'avait pas l'accent local, ni les manières rurales. Pourtant, il n'avait rien de menaçant. Il ne bougeait pas, attendant simplement qu'elle réponde. « Vous venez de loin ?» demanda-t-elle enfin d'une voix méfiante. « On peut dire ça, je suis Marc. Marc, un voyageur. Je parcours les villages, je collecte des récits de vie. Je me suis un peu égaré, je crois. » Elle fronça les sourcils. Qui viendrait jusqu'ici par hasard, et pour des histoires de vie? Mais il grelottait visiblement. Elle finit par ouvrir la porte en grand. « Entrez, vous allez attraper froid. » Il remercia d'un signe de tête, essuya ses bottes boueuses sur le seuil et pénétra dans la cuisine. L'odeur du feu de bois et de la soupe l'enveloppa immédiatement. Camille tendit une chaise. Il s'assit sans un mot comme s'il connaissait déjà les lieux. Un silence épais tomba entre eux. Elle le regardait du coin de l'œil pendant qu'il se réchauffait les mains au-dessus d'un poêle rouillé. Il semblait à l'aise, trop à l'aise. Puis son regard se posa sur la vieille sacoche en cuir posée près de ses pieds. Elle était usée, certes, mais le fermoir doré brillait encore. Un fermoir gravé, discret, avec des initiales élégamment entremêlées. Monsieur A.M. Camille sentit un frisson. Ce détail ne collait pas avec le reste. Pas avec l'homme trempé, le chapeau usé, la barbe négligée. Et surtout,
Pas avec quelqu'un qui prétendait juste passer par là. Elle serra les lèvres. Quelque chose ne tournait pas rond. Mais elle ne savait pas encore que cet inconnu, trempé par la pluie, venait de frapper bien plus qu'à sa porte. Il venait de bousculer tout son destin. L'homme s'était installé sans bruit, comme s'il n'osait troubler l'atmosphère poussiéreuse et figée de la cuisine. Le feu crépitait doucement dans le poêle, projetant des ombres vacillantes sur les murs écaillés. Camille, debout près de l'évier, l'observait à la dérobée, son instinct tiraillé entre méfiance et curiosité. Il avait dit s'appeler Marc, un voyageur, un chercheur d'histoire de vie. Pourtant, son allure n'était pas celle d'un homme errant. Il portait des vêtements simples, certes, mais de bonne qualité sous la pluie et la boue. Son manteau, bien qu'usé, semblait avoir été confectionné sur mesure, et ses bottes, malgré leur état détrempé, étaient faites d'un cuir trop raffiné pour appartenir à quelqu'un de désargenté. Camille posa 2 bols de soupe sur la table et s'assit face à lui, sans un mot. Ils mangèrent dans un silence tendu, ponctué seulement par les cuillerées et le bruissement discret du vent contre les fenêtres. L'homme levait parfois les yeux vers elle, et son regard, clair comme l'eau des montagnes, avait quelque chose de déroutant. Il ne semblait pas malveillant, mais son calme tranchait avec la nervosité que Camille ressentait dans tout son corps. « C'est un endroit isolé, dit-il enfin, la voix posée. Vous vivez ici seul ?»« Depuis longtemps, répondit-elle simplement. Il n'y a personne d'autre. » Il hocha la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Elle vit alors qu'il regardait autour de lui avec attention, ses yeux s'attardant sur les poutres apparentes, sur la disposition des meubles, sur la vieille lampe suspendue au-dessus de la table. Il y avait quelque chose dans sa façon de scruter les détails qui éveilla un doute plus précis chez Camille. « Vous êtes architecte ?» lança-t-elle sur un ton neutre. Il haussa les sourcils, surpris, puis sourit. « Non. Pourquoi cette question ? Vous observez cette maison comme quelqu'un qui comprend sa structure. » Marc sembla hésiter, puis haussa les épaules. « J'ai toujours aimé les maisons anciennes. Elles ont des histoires à raconter, elles aussi. » Camille garda le silence, mais cette réponse vague confirma ce qu'elle pressentait. Cet homme mentait sur une partie de ce qu'il était. Ce n'était pas flagrant, mais il y avait trop de détails incohérents, trop de calme, trop de maîtrise. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses mots étaient précis, choisis. Elle avait vu passer des hommes fatigués, des travailleurs, des marginaux, des gens vraiment perdus. Lui, ce n'était pas la même catégorie. Après le dîner, il proposa de l'aider à fermer les volets battus par la pluie. Camille accepta, plus par curiosité que par besoin réel. Sous l'éclairage faiblissant du soir, elle l'observa manœuvrer avec aisance. Il savait se servir de ses mains, mais il le faisait avec une précision trop propre, presque professionnelle. En rentrant, elle le surprit en train d'admirer une vieille gravure encadrée au mur, une reproduction modeste d'un domaine viticole bourguignon. « Domaine de la Romanée Conti », dit-il doucement, « un des plus grands crus au monde. » Camille le regarda, interloqué. « Je croyais que vous étiez juste un voyageur. » Il se retourna vers elle, un sourire énigmatique aux lèvres. « On peut être les deux, non ? Voyageur et amateur de vin. » Elle ne répondit pas. Ce qu'il venait de dire n'était pas faux, mais c'était la manière dont il l'avait dit, avec cette aisance, cette connaissance non feinte. Camille n'avait jamais entendu quelqu'un prononcer ce nom sans qu'il soit accompagné d'une révérence presque sacrée. Elle-même n'en avait entendu parler qu'à travers des conversations de marché entre clients fortunés de passage dans la région. Elle le conduisit ensuite à une petite pièce vide à l'étage, autrefois une chambre d'amis, aujourd'hui réduite à un vieux matelas posé au sol et une couverture râpée. Marc ne sembla pas s'en offusquer. Il la remercia, puis referma la porte derrière lui. Camille redescendit dans la cuisine, un nœud au ventre. Elle avait offert un toit à un inconnu, elle le savait. Mais ce n'était pas cela qui l'inquiétait le plus. C'était ce qu'elle avait vu briller quelques minutes plus tôt lorsqu'il avait sorti un mouchoir de sa poche. Une montre, pas une montre ordinaire, mais une pièce d'horlogerie fine, dont le bracelet semblait être en cuir italien et le cadran orné de détails minuscules. Elle n'avait jamais vu une telle chose en vrai. Elle était certaine que ce genre de montre coûtait plusieurs milliers d'euros, si ce n'est plus. Plus tard, alors qu'elle lavait les bols dans l'évier en faïence, elle remarqua quelque chose sur le rebord, à moitié dissimulé sous une serviette. La même montre. Marc l'avait oubliée là. Elle la prit doucement entre ses doigts et ses yeux se posèrent immédiatement sur les lettres gravées au dos. Monsieur A.M. Son souffle se coupa. Ce n'était pas une fantaisie d'artisan local.
C'était une gravure professionnelle, fine, soignée. Et ses initiales ne collèrent pas. Pas avec Marc, le voyageur modeste à l'allure discrète. Camille sentit un frisson la parcourir. Elle reposa lentement la montre, comme si elle craignait qu'elle explose entre ses mains. Dans le silence qui retomba sur la maison, seulement perturbé par le tic-tac d'une horloge ancienne et les crépitements du poêle, Camille sentit pour la première fois depuis longtemps quelque chose de nouveau naître en elle. L'intrigue. Elle n'avait plus peur, pas encore confiance non plus. Mais une chose était certaine, cet homme n'était pas là par hasard, et elle allait découvrir pourquoi. Le lendemain matin, Camille s'était levée tôt, comme à son habitude. Le chant des corneilles dans les arbres nus l'avait tirée d'un sommeil agité. Elle s'était levée avec une lourdeur inhabituelle dans le corps, comme si la présence de l'homme à l'étage avait alourdi l'air de la maison. Le souvenir de la montre, posée sur le rebord de l'évier, s'imposait à son esprit avec insistance. Elle l'avait laissé là, volontairement. Ce genre d'objet, on ne le perd pas. Si Marc ne disait rien, ce serait la confirmation qu'il cachait quelque chose de plus profond qu'un simple détour sous la pluie. Elle s'était affairée dans la cour dès les premières lueurs du jour, couvrant de bâches les plants de laitue menacés par le froid. Un vent sec faisait claquer les tissus contre les piquets et les doigts de Camille s'étaient raidis en refermant les nœuds. Lorsqu'elle revint dans la maison, le silence régnait encore. L'homme n'était pas descendu. Elle monta sans bruit l'escalier grinçant, s'arrêtant devant la porte entr'ouverte. Il n'y avait personne dans la chambre. Le matelas était défait, la couverture pliée avec soin et la petite fenêtre ouverte sur le jardin. Pendant une fraction de seconde, elle crut qu'il était parti sans un mot. Mais elle l'aperçut bientôt à l'orée du verger, accroupi près d'un arbre mort. « Je ne voulais pas vous réveiller, dit-il sans se retourner. Cet arbre est en train de pourrir par la base. Il faudrait le couper avant qu'il n'attire les vers. » Camille s'avança lentement. « Je le sais. Je le surveille depuis l'automne dernier. » Marc se releva. Il portait des gants usés, ceux qu'elle gardait dans le hangar. Il avait l'air parfaitement à l'aise, comme s'il vivait ici depuis toujours. Ce sentiment étrange s'amplifia lorsqu'il proposa, avec naturel, de l'aider à réparer une fuite sur le toit de la grange. Camille accepta, bien qu'elle ait l'habitude de tout faire seule. Elle voulait l'observer. Durant les heures suivantes, elle le vit manier les outils avec une précision inhabituelle. Il connaissait le nom exact des tuiles anciennes, les types de mortiers nécessaires pour stabiliser les jointures, et surtout, il avait la posture de quelqu'un qui avait appris à bâtir avec rigueur. Ce n'était pas un savoir approximatif, ni une compétence acquise au hasard. C'était le fruit d'une formation, d'un passé qu'il ne mentionnait jamais. Au fil de la matinée, il parlait peu, mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, Camille relevait un détail qui n'allait pas. Il mentionna, sans y penser, un restaurant étoilé à Beaune, en détaillant le plat signature avec une exactitude troublante. Puis, alors qu'il déjeunait sur le pas de la porte, il évoqua un cépage italien, le Barolo, en le comparant à un vin de la vallée de l'Yonne, avec une justesse qui dépassait l'expérience d'un simple amateur. Elle le fixait sans cacher ses doutes. « Vous semblez connaître beaucoup de choses pour quelqu'un qui voyage sans but. » Il sourit, esquivant une réponse directe. « J'ai eu plusieurs vies, dit-il. Et dans l'une d'elles, vous étiez sommelier ? Non. Disons que j'ai côtoyé des gens qui l'étaient. Ils n'en disaient jamais trop, juste assez pour maintenir la façade. Mais Camille sentait que les fondations de son récit commençaient à s'effriter. Plus la journée avançait, plus elle observait les signes. L'assurance de ses gestes, le vocabulaire technique, la connaissance des lieux qu'il ne disait pas avoir visités. C'était un homme cultivé, mais qui voulait se faire passer pour simple. La fin de journée arriva, et Marc monta dans sa chambre tandis que Camille lavait les ustensiles du repas. Lorsqu'elle retourna vers l'évier, son regard tomba immédiatement sur le vide. La montre n'y était plus. Il l'avait reprise. Sans un mot. Elle monta rapidement l'escalier, toqua doucement à la porte. Pas de réponse. Elle entra. Marc était assis sur le lit, les coudes sur les genoux, la montre dans la main. « Vous l'avez trouvée » dit-il sans la regarder. « Je ne l'ai pas seulement trouvée, je l'ai regardée. » Il releva les yeux vers elle. Un instant de flottement passa entre eux. « Monsieur A.M. » lut-elle à haute voix. « Ce sont vos initiales ?» Il laissa s'échapper un souffle presque imperceptible. « Oui. Et Marc, c'est votre vrai prénom ?» Il se leva lentement, posa la montre dans la poche intérieure de sa veste. « C'est l'un de mes prénoms. » Camille croisa les bras. « Vous mentez. » Il ne répondit pas.
Il la fixa droit dans les yeux. Puis il s'assit à nouveau. « Vous avez raison, je n'ai pas été honnête, mais je ne suis pas venu ici pour vous tromper. Je voulais seulement respirer, m'éloigner. » M'éloigner de quoi? Il hésita, puis secoua la tête. « Je ne peux pas encore vous le dire, mais je vous promets que je ne vous veux aucun mal. » Camille sentit monter en elle un mélange de colère et de déception. Ce n'était pas tant le mensonge qui la blessait, mais le fait qu'elle l'avait cru, ne serait-ce qu'un instant. Elle avait laissé entrer cet homme dans sa maison et il lui offrait des réponses comme on jette des miettes. Elle tourna les talons, descendit les marches sans un mot et claqua doucement la porte de sa chambre. Elle ne dormirait pas cette nuit-là. Son esprit tournait, plein de suppositions, d'images vagues et de questions sans fin. Pourquoi un homme qui connaissait les vins rares, les gravures anciennes et les toits bourguignons feignait-il d'être un simple vagabond? Pourquoi portait-il une montre d'une valeur probablement inestimable? Et surtout, que venait-il chercher ici, dans ce lieu oublié de tous? Elle n'avait pas encore les réponses, mais elle était déterminée à les obtenir, car sous chaque mensonge se cachait une vérité, et Camille était prête cette fois à aller au bout. La tension qui s'était installée entre eux ne se dissipa pas avec la nuit. Le lendemain s'ouvrit sous un ciel bas, lourd, d'un gris uniforme qui semblait écraser la campagne entière. Camille se leva avant l'aube, comme si rester au lit plus longtemps risquait de faire exploser les pensées qui tournaient sans cesse dans sa tête. Marc descendit plus tard, discret, presque effacé, comme s'il avait compris qu'un seuil invisible avait été franchi entre eux. Ils échangèrent peu de mots. Les silences étaient désormais chargés d'un poids nouveau, celui des vérités incomplètes. La matinée s'écoula dans une routine forcée. Camille travailla au jardin, Marc répara une vieille clôture à l'arrière du terrain. Ils s'évitaient, sans vraiment le faire, partageant l'espace sans se regarder. Pourtant, même sans croiser son regard, Camille sentait sa présence avec une acuité troublante. Il n'était plus un simple invité. Il était devenu une énigme installée au cœur même de son quotidien. C'est en début d'après-midi que le bruit se fit entendre. Un grondement sourd, inhabituel dans ce coin reculé, monta depuis le chemin de terre qui menait à la propriété. Camille releva la tête, le cœur serré. Un véhicule approchait. Pas une camionnette agricole, ni une vieille voiture du village. Le son était trop régulier, trop feutré. Elle essuya ses mains sur son tablier et se dirigea vers la maison, l'inquiétude s'installant sans qu'elle puisse en identifier la cause. Par la fenêtre du salon, elle aperçut la voiture noire s'arrêter devant le portail rouillé. Elle n'avait jamais vu un véhicule de ce genre s'aventurer jusque-là. Les lignes étaient élégantes, la carrosserie impeccable malgré la boue du chemin. Un homme en sortit. Costume sombre, manteau long, chaussures brillantes. Il regarda autour de lui avec une expression de dédain mal dissimulée, comme si le lieu tout entier l'offensait. Avant même qu'elle n'ait le temps de réagir, Marc apparut dans l'embrasure de la porte arrière. Son corps se tendit immédiatement. Il avait vu la voiture lui aussi. Son visage, d'ordinaire maîtrisé, se durcit. Camille le vit inspirer profondément, comme pour se préparer à un choc inévitable. « Restez à l'intérieur, dit-il rapidement sans la regarder. S'il vous plaît. » Elle n'eut pas le temps de répondre. L'homme du costume avançait déjà vers la maison, ses pas assurés résonnant sur les pierres. Il s'arrêta à quelques mètres de la porte et appela d'une voix claire, autoritaire. « Monsieur Marchand, je sais que vous êtes là. » Camille sentit le sang quitter son visage. Marchand. Ce nom, elle l'avait déjà vu, gravé à l'arrière de la montre. Elle se figea derrière la fenêtre, observant la scène sans être vue. Marc sortit à la rencontre de l'homme, refermant la porte derrière lui avec un soin presque exagéré. « Vous n'auriez jamais dû venir ici, » dit-il d'un ton bas mais ferme. « Vous avez disparu sans laisser de traces, » répondit l'autre, visiblement agacé. « Vous saviez que cela attirerait l'attention. On me paie pour vous retrouver et je vous ai retrouvé. Ce lieu n'a rien à voir avec tout ça. Tout a à voir avec vous, monsieur Marchand. Votre nom, votre famille, vos responsabilités. Vous ne pouvez pas simplement vous volatiliser et espérer que tout s'arrête. » L'homme jeta un regard circulaire vers la ferme délabrée. « Vous vivez ici maintenant ? C'est inattendu. » Marc fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Vous partez, immédiatement. Je repartirai quand j'aurai fait mon rapport. Vous savez ce que cela implique. » Un silence tendu s'installa. Camille retenait sa respiration. Elle voyait Marc de profil, ses épaules raides, ses mains légèrement crispées.
Il ne ressemblait plus du tout au voyageur discret arrivé sous la pluie. Il y avait dans son attitude une autorité contenue, une habitude de faire face à des hommes comme celui-ci. « Il n'y a rien à rapporter, dit-il enfin. Dites-leur que vous vous êtes trompé. » L'homme eut un sourire froid. « Vous savez que ce n'est pas possible. » Marc baissa la voix encore davantage. « Si vous tenez à votre poste, à votre réputation, vous oublierez que vous êtes venu ici. Vous monterez dans votre voiture et vous repartirez. » Un long moment passa. L'homme sembla hésiter, évaluant les risques, mesurant les mots. Finalement, il ajusta son manteau, recula d'un pas. « Vous jouez un jeu dangereux, monsieur Marchand. Très dangereux. Pas autant que vous le pensez. » Sans ajouter un mot, l'homme se détourna et regagna sa voiture. Le moteur démarra et le véhicule disparut dans un nuage de poussière, laissant derrière lui un silence encore plus pesant qu'avant. Camille resta immobile quelques secondes, puis sortit lentement de la maison. Marc se retourna vers elle. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait plus de faux-semblants possible. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-elle, la voix ferme malgré le trouble qui la traversait. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Son regard se posa sur la maison, sur les champs, sur le chemin désert. « Je ne peux pas tout vous dire. Pas encore. » Elle sentit une colère sourde monter en elle. « Cet homme vous a appelé Monsieur Marchand. Il a parlé de responsabilité, de disparition. Vous êtes venu ici en mentant, et maintenant vous attirez ce genre de personnes chez moi. » Marc s'approcha lentement. « Je n'ai jamais voulu vous mêler à quoi que ce soit. Si je suis resté, c'est parce que cet endroit est le seul où je me sois senti à l'abri. » « À l'abri de quoi ?» Il la regarda longuement, comme s'il pesait chaque mot. « D'une vie qui ne m'appartient plus. J'ai besoin de votre confiance, Camille. Juste un peu plus de temps. » Elle soutint son regard, le cœur battant. Elle aurait dû lui demander de partir. Elle aurait dû refermer cette porte ouverte trop vite. Pourtant, malgré la peur et la colère, une autre émotion s'imposait, plus dérangeante encore. Elle hocha lentement la tête. « Vous avez jusqu'à ce que je décide que c'en est assez. » Marc acquiesça, visiblement soulagé. Mais Camille le savait désormais. L'homme qu'elle avait accueilli n'était pas seulement un étranger de passage. Il était poursuivi par quelque chose de bien plus grand. Et en lui offrant un refuge, elle venait peut-être de s'attirer des ennuis qu'elle n'avait jamais imaginés. Le jour suivant s'annonça plus calme. Aucune voiture, aucune voix étrangère, aucun regard perçant venu d'ailleurs. Mais entre Marc et Camille, quelque chose s'était définitivement déplacé. Il n'y avait plus d'innocence dans leur cohabitation, plus d'espace pour les faux semblants. Camille savait que Marc n'était pas seulement un homme égaré par la pluie. Elle savait qu'il portait un nom, Marchand, qui signifiait quelque chose dans un monde dont elle ne faisait pas partie. Elle n'avait pas encore décidé si elle le chasserait ou si elle lui laisserait du temps. Mais elle avait une certitude, le prochain pas devait venir de lui. Toute la journée, il travailla sans dire un mot de trop. Il ponça des volets, retapa un banc abandonné sous le vieux tilleul, dégagea des broussailles qui menacèrent de reprendre le potager. Camille, de son côté, s'immergea dans les tâches habituelles avec une intensité inhabituelle. Elle ne voulait pas réfléchir, pas encore. Elle attendait, elle observait, et elle voulait voir s'il comprendrait. Ce n'est qu'à la fin de l'après-midi qu'il s'approcha d'elle, les mains couvertes de poussière, les yeux fatigués, mais déterminés. « Ce soir, dit-il simplement, laissez-moi préparer le dîner. » Elle le fixa un instant sans répondre. « C'est la moindre des choses, ajouta-t-il. Après ce que j'ai apporté ici, laissez-moi faire ça au moins. » Elle hocha la tête. Une part d'elle voulait comprendre qui était vraiment cet homme, qui maniait les outils comme un ouvrier, parlait comme un érudit et mentait comme un professionnel. Lorsque le soleil descendit derrière la colline, un parfum inattendu se répandit dans la maison. Ce n'était pas celui habituel des légumes mijotés ou du pain toasté. C'était autre chose, quelque chose de plus complexe, de plus maîtrisé. Camille descendit les escaliers et trouva la cuisine transformée. La table avait été nettoyée, recouverte d'un vieux linge blanc qu'elle ne se souvenait même plus d'avoir. Une bougie trônait au centre, allumée, non pas pour faire joli, mais simplement parce que la lumière électrique clignotait depuis le début de la semaine. Marc, concentré, versait un liquide épais et ambré dans une petite casserole. Sur le plan de travail, elle reconnut ses propres produits. Betteraves, courges musquées, noisettes, un peu de chèvre sec. Mais leur agencement, la précision des coupes, la façon dont il avait agencé les assiettes, lui rappela instantanément des images qu'elle n'avait vues que dans des magazines ou à la télévision.
Il ne faisait pas à manger. Il composait. Il racontait quelque chose. Lorsqu'il lui tendit une assiette, elle hésita à la prendre. Ce n'était pas seulement un repas. C'était un geste, un message, un effort. Ils mangèrent en silence, mais ce silence n'était plus hostile. Il était chargé de respect, de prudence, presque de reconnaissance. Camille mastiquait lentement, attentive aux saveurs, à l'équilibre de chaque bouchée. Elle ne voulait pas lui faire ce cadeau, mais une émotion s'imposa malgré elle. C'était délicieux, sincèrement, profondément. Comme si quelqu'un avait écouté ses silences et répondu à travers des goûts qu'elle n'avait jamais explorés. Après le repas, Marc débarrassa la table pendant qu'elle restait assise, perdue dans ses pensées. Puis il sortit une bouteille. « Un petit trésor, dit-il. Je l'avais dans mon sac depuis longtemps. Je pensais l'ouvrir dans un endroit qui le mériterait. » Camille observa l'étiquette. Ce n'était pas une marque qu'elle connaissait. Mais le papier, le bouchon, la forme de la bouteille, tout trahissait une origine rare. « Vous avez toujours ça dans votre sac ?» demanda-t-elle, un sourcil levé. Il sourit, un sourire franc pour une fois. « Disons que je n'ai pas encore tout désappris. » Ils burent en silence, à petites gorgées. Le vin avait une profondeur étonnante, presque chaude, et une douceur qui contrastait avec la rudesse des murs qui les entouraient. Camille ne disait rien, mais elle sentait ses résistances se fissurer. Marc s'assit en face d'elle, plus calme que jamais. « Je sais que j'ai menti. Je sais que je vous dois des explications. Mais je voulais vous dire, ce soir, que tout ce que j'ai fait ici, je ne l'ai pas fait pour fuir. Je l'ai fait parce que, pour la première fois depuis longtemps, je me sens utile. Et parce que vous êtes la première personne qui ne me demande rien d'autre que d'être là. » Elle le regarda, tentait de répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il n'y avait rien à dire. Pas encore. Elle n'avait pas pardonné. Elle comprenait. Et c'était déjà beaucoup. Quand elle se leva pour ranger, quelque chose tomba du manteau accroché à la chaise. Une petite photo en papier glacé. Camille la ramassa avant qu'il ne puisse réagir. Sur l'image, Marc, habillé d'un smoking, souriait à côté d'une femme blonde aux traits sévères, dans un décor somptueux, entre colonnes dorées et lustres de cristal. « Vous étiez dans un gala. » Il se figea. « C'était il y a longtemps. »« Elle est qui ?» Il reprit la photo, la glissa dans sa poche, sans un mot. « Elle fait partie de ce que vous fuyez. » Il ne répondit pas, mais cette fois, elle vit une lueur différente dans ses yeux. De la fatigue, de la tristesse, et peut-être un début de vérité. Camille se contenta de souffler doucement. « Je ne suis pas votre refuge, Marc, et ce n'est pas ici que vous enterrerez vos secrets. » Il acquiesça lentement. « Je sais. » Et dans le silence qui suivit, dans l'ombre portée d'une bougie qui vacillait sur la table, Camille comprit que tout venait de basculer. Non pas à cause du dîner, ni du vin, mais parce qu'enfin, l'homme au chapeau usé avait laissé tomber une part de son masque. Elle ne savait pas encore si cela suffirait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seule à la table. Le lendemain matin, Camille se réveilla plus tôt que d'habitude, mais cette fois sans cette sensation d'alerte permanente qu'elle connaissait depuis l'arrivée de Marc. Elle ne savait pas si c'était la fatigue du repas de la veille, l'étrange calme qui s'était installé dans la maison, ou bien cette photo tombée du manteau, mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus seulement méfiante, elle était en attente. Pas d'une promesse, mais d'une cohérence. Elle voulait enfin savoir à qui elle avait ouvert sa porte. Marc, fidèle à sa discrétion, était déjà dans la cour, en train de balayer les feuilles mortes qui s'étaient accumulées près du puits. Il l'aperçut depuis la cuisine, lui fit un signe bref, mais ne tenta pas d'engager la conversation. Camille prépara le café sans un mot, observant les volutes monter dans l'air froid du matin. Elle avait cette étrange certitude que la journée n'allait pas être comme les autres, et elle décida que c'était elle qui fixerait le rythme. Elle sortit avec 2 tasses et s'assit sur le vieux banc qu'il avait réparé 2 jours plus tôt. Marc la rejoignit, sans poser de questions. Ils burent en silence, puis elle tourna légèrement la tête vers lui. « Il est temps, dit-elle calmement. Vous m'avez demandé du temps. Vous l'avez eu. Maintenant je veux la vérité. Toute, ou du moins, ce que vous êtes prêt à donner. Mais plus de demi-mensonges. » Marc regarda droit devant lui, les mains serrées autour de la tasse. Il sembla peser ses mots, non pas comme quelqu'un qui prépare un mensonge, mais comme quelqu'un qui sait que ses réponses auront des conséquences irréversibles. « Mon nom complet est Marc-Antoine Marchand, dit-il enfin.
Je suis l'héritier d'un empire familial basé à Paris, marchand en fils. Immobilier, investissement, participation dans des entreprises de luxe, de transport et d'autres domaines moins reluisants. Camille resta silencieuse, l'observant avec attention. Depuis mon enfance, tout a été dicté pour moi. Les écoles, les amis, les fréquentations. À 20 ans, on m'a intégré au conseil familial comme une tradition. À 25 ans, on m'a confié une branche entière de la société. Et chaque choix que j'ai voulu faire, chaque écart par rapport à la ligne familiale a été vu comme une trahison. Il fit une pause, le regard perdu dans les arbres nus. Je n'ai jamais voulu cette vie, mais je l'ai acceptée, comme on accepte un héritage, parce que je pensais pouvoir l'influencer de l'intérieur. Je me suis trompé. Camille resserra sa veste autour d'elle. Et cette femme sur la photo? Un léger sourire amer étira ses lèvres. Louise, une avocate, officiellement ma fiancée. Officieusement, une pièce du puzzle familial. Elle travaillait pour l'entreprise de mon père. Leur alliance était une stratégie. Notre couple, un projet. On m'a présenté cela comme un devoir, une continuité. Et j'ai accepté. Jusqu'à ce que je découvre ce que cette continuité signifiait réellement. Il se leva et marcha lentement vers le vieux chêne. En apparence, nous étions une entreprise prospère, responsable, impliquée dans des œuvres caritatives. En réalité, certaines branches servaient à blanchir de l'argent, à manipuler des marchés, à dissimuler des montages fiscaux. J'ai voulu comprendre, j'ai fouillé, j'ai posé des questions, et j'ai fini par trouver ce que je n'aurais jamais dû voir. Il se retourna vers elle. J'ai découvert que notre fondation de charité, celle dont j'étais censé être le visage, servait à détourner des fonds publics, des dons jamais arrivés à destination, des écoles qui n'avaient jamais été construites, des orphelinats jamais ouverts. Et quand j'ai commencé à menacer de tout révéler, on m'a fait comprendre très poliment mais très fermement que j'avais intérêt à me taire. Camille sentait un frisson lui parcourir l'échine. « Alors vous avez fui ?» Il hocha la tête. « Je suis parti sans prévenir. J'ai coupé mes lignes, changé d'identité, laissé derrière moi tout ce que je possédais. Pas pour fuir les responsabilités, pour survivre et pour ne pas mettre en danger ceux qui m'auraient soutenu. Mes rares amis ont reçu des visites, des pressions. J'ai compris que je devais disparaître réellement. Et vous avez choisi un vieux site en ruine au milieu de la Bourgogne. Non, je n'ai pas choisi. Je suis arrivé ici par fatigue, par instinct. Et j'ai découvert un endroit qui ne demandait rien, qui ne m'exigeait rien, où je pouvais être simplement un homme. Il s'approcha à nouveau, s'adossant au tronc rugueux du chêne. Vous avez été la première à ne pas me poser de questions, à ne pas attendre de moi autre chose que ce que j'étais capable de donner. Cela m'a bouleversé plus que je ne veux l'admettre. Camille resta immobile. Elle sentait sa gorge se nouer, mais elle ne voulait pas céder à l'émotion. Pas encore. Il y a quelque chose que vous devez savoir, dit-elle alors. Vous êtes recherché. Marc se figea. Quoi? Il y a 2 semaines, en revenant du marché, j'ai vu une affiche, mal fixée sur un panneau. Votre visage. Pas une photo nette, mais un portrait robot, accompagné d'un avis de disparition inquiétante. Certains disent non que vous avez été enlevé, d'autres que vous avez pris la fuite après avoir vidé des comptes. Et d'après ce que vous venez de me dire, vous êtes le seul à connaître la vérité. Il s'assit lourdement sur le banc, les mains sur le visage. Ils m'ont transformé en coupable pour effacer leur propre culpabilité. Camille ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Je ne peux pas rester ici éternellement, reprit-il d'une voix rauque. Je ne veux pas vous exposer à ce qu'ils peuvent déclencher s'ils me retrouvent, mais je ne peux pas non plus retourner là-bas sans preuve, sans plan. Camille le regarda longuement. Elle se sentait dépassée par la complexité de ce que Marc avait révélé. Mais elle ne ressentait plus de peur, pas de la part de lui en tout cas. Il n'avait pas menti par jeu ou par manipulation. Il avait menti pour survivre. Et désormais, elle avait une décision à prendre. Alors trouvez le plan. Cherchez les preuves. Et faites-le ici pendant qu'il en est encore temps. Mais plus de mensonges, plus d'omissions. Si je dois vous aider, je veux tout savoir. Marc leva lentement les yeux vers elle. Et dans ce regard, il n'y avait plus de barrière, seulement de la reconnaissance et quelque chose d'autre qu'il n'avait pas encore le droit d'exprimer. Ce jour-là, le lien entre eux ne fut plus celui d'un hôte et d'un invité, ni même d'une survivante et d'un fugitif. C'était une alliance. Une entente fragile,
construite non sur la confiance mais sur un besoin commun de vérité. Et au fond d'elle, Camille comprit que quoi qu'il arrive désormais, elle ne pourrait plus revenir en arrière. Dès les jours suivants, une transformation lente mais marquante s'amorça dans le vieux domaine. Ce n'était pas une décision prise à voix haute, ni un accord formel établi entre eux. C'était plutôt une accumulation d'actes, de gestes quotidiens, de silences partagés qui finirent par redessiner la dynamique du lieu et surtout celle qui unissait Marc et Camille. Après les révélations, il n'y avait plus de faux semblants entre eux, plus de rôles à jouer ni de façades à maintenir. Marc ne dormait plus dans la chambre d'amis à l'étage, mais dans l'ancienne remise qu'il avait nettoyée, rénovée et transformée en atelier rudimentaire. Camille ne posait pas de questions sur les papiers qu'il y étudiait à la lueur d'une lampe à pétrole. Elle savait qu'il préparait quelque chose. Elle le laissait faire sans pour autant cesser de l'observer. Mais ce qui occupait le plus leur énergie, c'était le terrain. Jour après jour, ils travaillaient à deux sur la rénovation du site. Camille apportait sa connaissance de la terre, du climat, des plantes résistantes. Marc, quant à lui, introduisait des idées nouvelles, pratiques, parfois audacieuses. Il parlait de compostage structuré, de culture en butte, de récupération d'eau de pluie, de valorisation des produits transformés. Camille comprenait vite, s'adaptait, proposait ses propres variantes. Leurs compétences, bien que venues d'univers très différents, s'enchevêtraient avec une fluidité étonnante. Un matin, Marc se présenta avec un plan tracé à la main sur un vieux morceau de carton découpé. Il avait redessiné l'ensemble du domaine. Potager, espace de conservation, lieu de séchage pour les herbes, espace couvert pour les poules et même un petit abri pour les visiteurs. Camille l'avait regardé sans dire un mot, un peu bouleversé. Personne, depuis des années, n'avait projeté quoi que ce soit sur ce terrain. C'était toujours elle, seule, qui imaginait, adaptait, réparait. Voir ce futur matérialisé, penser à deux, la secouait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Leur complicité n'était pas dans les mots doux, ni dans les regards prolongés. Elle était dans le travail partagé, dans les silences chargés de sens, dans les gestes faits sans qu'il soit besoin de les demander. Quand l'un soulevait une poutre, l'autre était déjà là pour la soutenir. Quand l'un repérait un outil manquant, l'autre l'avait déjà en main. Il y avait entre eux une coordination presque instinctive, née non pas du confort, mais de la nécessité et du respect. Pour la première fois depuis des années, Camille ressentait la satisfaction profonde d'une progression. Ce n'était pas seulement le domaine qui reprenait vie, c'était elle, et peut-être aussi Marc. Il ne parlait presque jamais de Paris, de la famille Marchand, de ce qu'il avait fui. Mais chaque soir, après le repas, il s'isolait avec son ordinateur portable, que Camille avait découvert quelques jours plus tôt dans un double fond de sa valise. L'objet était discret, sans marque apparente, protégé par un cryptage qu'il semblait maîtriser parfaitement. Elle ne lui avait pas posé de questions, mais elle savait que dans ce rectangle de métal se trouvaient des fragments de sa guerre contre son ancienne vie. Un soir pourtant, alors qu'il terminait de réparer le toit de la dépendance, Marc se tourna vers elle. « Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. » Camille, surprise par le tutoiement soudain, le suivit sans rien dire. Ils entrèrent dans l'atelier. Il ouvrit l'ordinateur et lui montra une série de documents, des virements, des courriels internes, des échanges cryptés entre des membres du conseil de la Fondation Marchand. Tout pointait vers un vaste système de détournement de fonds. J'ai tout compilé. J'ai contacté 2 journalistes d'investigation indépendants. Ils m'ont répondu depuis un café en Suisse. Ils savent qui je suis. Ils veulent vérifier les données avant de les publier. Camille parcourut rapidement les fichiers. Même sans comprendre tous les détails, elle percevait la gravité de ce qu'elle avait sous les yeux. Et s'ils découvrent tout tuer? Ils ne le feront pas. J'ai utilisé des relais chiffrés. Mais je devais te le dire, parce qu'une fois que ces documents seront entre leurs mains, tout peut s'accélérer. Je ne veux pas que tu sois prise de court. Elle hocha lentement la tête. Elle savait que ce jour viendrait. Elle ne savait pas encore comment y faire face, mais elle préférait être informée que protégée à son insu. Le lendemain, elle retourna seule au marché de la petite ville voisine. Elle y vendait depuis des années ses confitures, ses œufs, ses légumes de saison. D'habitude, personne ne la regardait vraiment. Mais ce jour-là, un homme inconnu s'approcha de son étal. Il ne portait pas de vêtements élégants, ni de signes distinctifs évidents. Il acheta un pot de miel, puis demanda doucement « Vous êtes bien Camille Duroc ?» Elle le fixa, méfiante. « Ça dépend.
Qui me le demande? Juste quelqu'un qui cherche une femme qui vit seule. Il paraît qu'elle abriterait quelqu'un d'important. Camille sentit un frisson la parcourir. Elle fit un pas en arrière, le regard dur. « Je suis seule ici, comme toujours. Vous vous trompez de personne. » L'homme ne protesta pas. Il hocha la tête et s'éloigna, sans insister. Mais son regard, avant de disparaître dans la foule, trahissait une certitude. Il ne cherchait pas au hasard. Il savait quelque chose. Camille termina rapidement sa vente et rentra au domaine, le cœur battant. Elle retrouva Marc en train de réparer la barrière près de l'entrée. « Il faut que tu sois prêt, dit-elle en s'approchant. Quelqu'un est venu me parler. Il sait, ou il croit savoir. » Marc cessa son travail et la regarda longuement. « Alors le temps qu'il nous reste ici vient de se raccourcir. » Elle acquiesça. Mais au fond d'elle, elle savait une chose. Ce qu'ils avaient construit ensemble dans ce lieu, aussi fragile que cela puisse paraître, avait désormais une valeur qu'aucune menace ne pourrait effacer. Parce que ce n'était pas seulement une cachette, c'était devenu un point de départ, un recommencement. Il faisait encore nuit lorsque Camille ouvrit les yeux en sursaut. Elle avait cette sensation immédiate, viscérale, que quelque chose n'allait pas. Le silence dans la maison était inhabituel, mais ce n'était pas le calme naturel de la campagne. C'était une forme d'absence, une absence qui pesait dans l'air. Elle se leva sans bruit, descendit les escaliers, passa devant la cuisine où les tasses du petit déjeuner n'étaient pas à leur place. Un courant d'air glacial remontait depuis la porte arrière, entrebâillée. Elle s'approcha, le cœur battant, et appela doucement. « Marc ?» Aucune réponse. Elle sortit. Le vent soufflait fort, balayant les feuilles mortes à travers la cour. La lumière de l'atelier était éteinte. Elle ouvrit la porte. L'intérieur était en ordre, comme s'il n'y avait jamais rien eu. L'ordinateur, les feuilles, les notes, tout avait disparu, comme si Marc n'avait jamais été là. Camille resta plantée là, quelques secondes, incapable de penser. Puis elle courut jusqu'à l'ancienne remise, fouilla les étagères, chercha le moindre signe de sa présence. Il n'avait rien laissé, rien sauf une enveloppe posée sur la table, pliée en deux, son prénom écrit à la main. Elle l'ouvrit d'un geste sec. Il n'y avait que quelques lignes. « Je devais partir avant qu'il soit trop tard. Je protège ce que nous avons construit. Ne me cherche pas. » Monsieur, la colère monta immédiatement, brûlante. Pas une explication. Pas un mot sur ce qu'il comptait faire, sur ce qu'elle devait attendre. Juste une disparition, comme les autres dans sa vie, comme sa tante autrefois. Camille sentit sa gorge se serrer, mais elle se força à ravaler ses larmes. Elle ne voulait pas redevenir celle qui subit. Pas cette fois. Les jours qui suivirent furent durs, violents, vides. Le domaine, silencieux sans lui semblait soudain immense, froid, comme abandonné à nouveau. Elle continua à faire tourner la ferme, à livrer au marché, à arroser, à entretenir. Mais son esprit était ailleurs. Elle revoyait chaque moment des dernières semaines, chaque détail, chaque geste. Elle essayait de comprendre à quel instant exact Marc avait décidé de partir. Et pourquoi il avait cru bon de ne rien lui dire. Le village, lui, n'était plus le même non plus. Des visages inconnus apparaissaient au marché, des gens qui posaient des questions en observant les étals. Des clients qui demandaient avec insistance où elle produisait ses légumes, combien de personnes travaillaient avec elle, si elle avait de l'aide. Elle comprenait vite que la discrétion qu'elle avait toujours protégée venait d'être fissurée. Les rumeurs circulaient. Une semaine après le départ de Marc, elle revint du marché avec une humeur plus lourde que jamais. La pluie tombait sans interruption depuis le matin. Le vent forçait contre les volets. Elle rentra en claquant la porte, trempée, exténuée. Elle posa les caisses de produits dans la cuisine et s'affaissa sur une chaise. Elle n'avait pas allumé le poêle. Le froid s'infiltrait partout, et avec lui, l'impression que tout ce qu'elle avait vécu récemment n'était qu'une parenthèse, une illusion passagère. Ce fut en allumant la radio, presque machinalement, qu'elle entendit la nouvelle. Un flash d'actualité, diffusé entre deux musiques, qui la cloua sur place. Marc-Antoine Marchand, héritier du groupe Marchand en Fils, a été arrêté ce matin à la frontière espagnole. Selon les informations recueillies, il aurait été en possession de documents confidentiels liés à des opérations financières illicites, impliquant la fondation caritative de sa famille. L'enquête est en cours. Les premières analyses suggèrent une possible dénonciation interne. Camille resta immobile. Le présentateur continuait, mais elle n'écoutait plus. Marc avait été arrêté. Il n'avait pas fui.
Il s'était livré, ou du moins il s'était exposé volontairement. Les mots « document confidentiel » confirmaient ce qu'elle soupçonnait. Il n'avait pas fui pour lui. Il l'avait fait pour protéger ce qu'il préparait, pour achever ce qu'il avait commencé. Mais ce choix l'avait sacrifié, et il ne l'avait même pas prévenu. La colère revint, accompagnée d'un sentiment bien plus dangereux, l'impuissance. Elle ne pouvait pas rester là, passive, pendant qu'on salissait son nom, pendant qu'on détournait la vérité. Elle savait ce qu'il avait trouvé. Elle avait vu les documents. Elle connaissait les dates, les chiffres, les noms. Peut-être pas tout, mais suffisamment pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'un coupable, mais d'un lanceur d'alerte. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle relut chaque page imprimée qu'il avait oubliée dans la remise, chaque croquis, chaque note griffonnée sur un coin de table. Elle trouva même un carnet qu'il avait visiblement négligé de cacher, dissimulé entre deux planches sous un banc. À l'intérieur, des annotations codées, des extraits de lettres, des plans d'action, des coordonnées, des noms d'intermédiaires. C'était un puzzle, incomplet, mais précieux. Elle hésita, puis prit une décision. Le lendemain matin, elle mit de côté tout ce qui pouvait l'identifier comme fermière. Elle prit son sac, y glissa le carnet, quelques affaires, et ferma la porte du domaine derrière elle, sans bruit, sans explication, comme Marc l'avait fait, mais avec une détermination toute différente. Elle n'allait pas fuir, elle allait comprendre, et surtout, elle allait parler. Parce que cette histoire n'était plus seulement celle d'un homme poursuivi par sa famille, c'était aussi la sienne. Une histoire de promesses trahies, de vérités ignorées, de silences de trop longtemps acceptés. Et Camille, désormais, refusait le silence. Camille n'avait jamais mis les pieds à Paris. Elle avait vu la ville, dans des livres, sur des cartes postales, à travers les récits éparpillés des rares touristes passés par le marché de son village. Mais rien dans sa vie ne l'avait préparée à l'anonymat bruyant de la capitale, à l'indifférence des foules, à la vitesse suffocante du métro. Pourtant, ce fut là, au cœur du tumulte, qu'elle trouva la force de se rendre utile à celui qui, en disparaissant, avait réveillé en elle un sens de justice qu'elle n'avait jamais su nommer. Elle avait pris le premier train du matin, assise près d'une fenêtre, tenant contre elle son sac contenant le carnet de Marc et quelques documents oubliés dans la remise. Elle n'avait averti personne. Ni le voisin qui la croisait de loin au marché, ni les commerçants avec qui elle échangeait depuis des années. Elle n'avait pas non plus laissé de mots sur la porte du domaine. Pour la première fois, elle partait sans demander la permission. Une fois arrivée à Paris, elle se rendit à l'adresse notée à la fin du carnet de Marc, une rédaction indépendante située dans une ruelle étroite près du canal Saint-Martin. Elle poussa la porte vitrée d'un bâtiment ancien, montée grinçante d'un escalier, lumière grise sur les murs. Elle s'annonça timidement à l'accueil. Un jeune homme la dévisagea sans comprendre. « Vous avez rendez-vous avec quelqu'un ? Je dois parler à Élise Laurent, c'est urgent. Dites-lui que c'est à propos de Marc-Antoine Marchand. » Le nom provoqua l'effet attendu. Le jeune homme s'éclipsa rapidement, laissant Camille seule quelques minutes dans un silence inconfortable. Lorsqu'il revint, il lui fit signe de monter. Au dernier étage, une femme au regard franc et aux traits tirés l'attendait, assise derrière un bureau encombré de dossiers et de journaux pliés. Élise Laurent, journaliste d'investigation depuis 15 ans, était l'une des rares à avoir publié des articles critiques sur la Fondation Marchand avant même que le scandale n'éclate. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais il lui manquait les pièces maîtresses. « Vous le connaissez depuis quand ?» demanda-t-elle sans détour, après que Camille lui eut tendu le carnet et résumé ce qu'elle savait. « Depuis le jour où il a frappé à ma porte, » répondit-elle calmement. « Et depuis ce jour-là, il a travaillé avec moi à redonner vie à un lieu que j'avais cru condamné. Il ne m'a jamais rien demandé, sauf un peu de silence. Aujourd'hui, je refuse de le lui accorder. » Élise feuilleta les pages avec l'attention d'une chirurgienne. Elle connaissait les noms, les chiffres. Elle comprenait ce que Camille n'arrivait pas encore à formuler. Le carnet contenait des éléments permettant d'associer directement plusieurs membres de la famille Marchand à des circuits de blanchiment via des comptes offshore, dissimulés derrière des projets caritatifs fictifs. « Ces informations valent cher, dit-elle enfin, et elles expliquent pourquoi il a été arrêté. Ce qu'ils essaient de faire passer pour une fuite ou une tentative de fraude est en réalité une tentative de dénonciation. Mais ils ont le pouvoir, les avocats, les médias. Ils peuvent retourner n'importe quelle histoire. Et vous pouvez faire quoi ?» Élise la fixa droit dans les yeux. «
Ce que je fais depuis 15 ans, publier ce que personne ne veut voir. Mais ce dossier, il va faire du bruit. Et je ne veux pas l'exploiter seul. Il faut plus que des papiers. Il faut une voix. La vôtre si vous êtes prête. Camille se sentit déstabilisée. Elle n'avait pas prévu de s'exposer. Elle voulait juste transmettre les preuves et rentrer. Mais Élise avait raison. Sans visage, l'histoire perdrait de son impact. Et elle, qui avait vu de ses yeux ce que Marc avait fait, ce qu'il avait fui, ce qu'il avait construit, elle était la mieux placée pour raconter. « Je veux le faire », dit-elle enfin, mais pas pour l'image, pour la vérité. Dans les jours qui suivirent, elle resta à Paris, logée dans une petite chambre au-dessus de la rédaction. Elle relut, réécrivit, expliqua chaque page du carnet, chaque conversation, chaque regard échangé avec Marc. Elle donna des détails, des dates, des lieux. Élise recoupa tout avec ses propres sources, valida chaque élément avec une précision implacable. Pendant ce temps, les médias traditionnels continuaient à répéter la même version. Héritier fugitif, escroquerie familiale, arrestation spectaculaire. Mais dans les coulisses, une autre histoire se préparait. Une histoire que Camille allait porter, non pas comme une vengeance, mais comme un acte de fidélité. Puis vint le moment de vérité. Élise lui demanda si elle accepterait de témoigner publiquement, dans une interview filmée, diffusée sur leur site d'information. Camille hésita. Elle n'avait jamais parlé devant une caméra. Elle ne connaissait pas les codes, mais elle savait parler vrai. Et c'est ce qu'elle fit. Dans la vidéo, elle ne joua aucun rôle. Elle raconta son isolement, le domaine oublié, l'homme trempé frappant à sa porte, le travail, la complicité, les doutes, les révélations, et surtout, le courage de celui qui avait tout laissé derrière lui pour dénoncer ceux qui agissaient dans l'ombre. La vidéo fut publiée un jeudi matin. En 24 heures, elle fut partagée des milliers de fois. Les réactions affluèrent. Certains la remercièrent, d'autres doutèrent. Mais la vérité avait été lancée, et les autorités, confrontées à des éléments tangibles, ne purent ignorer plus longtemps ce que Marc avait tenté de révéler. Une semaine plus tard, le juge chargé de l'instruction ordonna la réouverture du dossier. La détention de Marc fut suspendue. Il fut transféré sous protection judiciaire dans un lieu sécurisé en attendant la suite de l'enquête. Camille ne put le voir, mais elle reçut une lettre, courte, précise. « Tu as parlé pour moi, pour nous, pour la vérité. Je n'oublierai jamais, monsieur. » Elle relut la lettre plusieurs fois, puis elle fit ses bagages. Paris n'était pas son lieu. Elle avait une terre qui l'attendait, un domaine à reconstruire et une nouvelle vie à continuer. Mais une chose était désormais certaine, elle n'était plus une inconnue, elle n'était plus invisible. Et son histoire, entrelacée à celle de Marc, avait désormais un poids qu'aucune tempête ne pourrait effacer. Le matin du procès, le ciel était bas, tendu d'un gris presque métallique. Dans la rue, l'air était frais, piquant, mais à l'intérieur du palais de justice, une tension plus mordante encore emplissait les couloirs. Camille attendait debout, légèrement en retrait des bancs, où les curieux s'installèrent déjà. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle avait tenu à venir. Peut-être par loyauté, peut-être pour entendre de sa bouche une version qu'elle ne connaissait pas encore. Ou peut-être parce qu'elle avait besoin de constater de ses propres yeux que l'homme qu'elle avait connu dans le silence de son domaine n'était pas seulement une figure de scandale, mais bien celui qu'elle avait appris à lire au fil des jours, un homme complexe, faillible, mais fondamentalement honnête. Elle fut autorisée à entrer dans la salle d'audience en tant que témoin civil. Personne ne s'opposa à sa présence. Son nom figurait désormais dans les pièces du dossier, depuis qu'elle avait accordé l'entretien filmé. Son témoignage avait bousculé la chronologie des faits, contraint le parquet à revoir l'hypothèse principale de la poursuite et remis au centre du débat une question simple, jusqu'ici évitée. Pourquoi un héritier de l'une des familles les plus influentes de France aurait-il pris tous les risques pour dénoncer ceux-là même qu'il avait élevés? Lorsqu'on fit entrer Marc-Antoine Marchand, escorté par 2 agents, la salle retint son souffle. Il portait un costume sombre, sobre, sans éclat. Pas de cravate, le col ouvert, les traits tirés. Mais il marchait droit. Son regard balaya rapidement les bancs du public, puis s'arrêta un instant sur Camille. Ce fut bref, à peine un souffle, mais suffisant pour raviver chez elle toute la mémoire de ce qu'ils avaient partagé. Le juge principal,
Une femme d'environ 50 ans posa d'emblée le cadre. L'audience serait dédiée à l'examen des pièces versées par la défense, aux témoignages reçus par la presse indépendante et à l'audition de Marc-Antoine sur les accusations de fraude et d'abus de biens sociaux. Ce fut d'abord l'avocat de Marc qui prit la parole. Un homme austère, méthodique, qui savait construire son discours avec patience. Il présenta les documents que Camille avait transmis à Élise Laurent, puis ceux extraits de l'ordinateur de Marc. Il exposa les circuits financiers, les structures fictives, les donateurs fantômes, les virements vers des comptes offshore. Chaque élément était appuyé par des dates, des signatures, des noms. Il démontra que Marc avait agi en interne pendant plus d'1 an pour tenter de corriger les dysfonctionnements, et que son départ n'était pas une fuite, mais une manœuvre désespérée face à l'obstruction et aux menaces de ses propres associés. Puis vint le moment de l'audition. Marc se leva, jura de dire la vérité et répondit avec une sobriété presque glaciale à toutes les questions posées par le juge, le procureur, son avocat. Il ne chercha pas à se défendre. Il exposa. Il raconta les débuts de la fondation, l'idéal initial, les dérives progressives. Il cita des noms avec une précision calme, sans haine. Il admit ses erreurs, son silence prolongé, sa compromission initiale, son retard à dénoncer. Mais il insista sur le fait qu'il avait tout quitté dès lors qu'il avait compris l'ampleur de la manipulation. Lorsque le juge annonça que le tribunal allait maintenant entendre un témoin civil cité par la défense, Camille sentit son cœur se serrer. Elle fut appelée, s'approcha du micro, la gorge nouée. Elle n'avait pas de texte, pas de stratégie, seulement des faits vécus. Elle raconta à sa manière, sans emphase, les semaines passées avec Marc dans le domaine. Elle décrivit son arrivée, ses silences, son regard fatigué. Elle parla des travaux, du jardin, de la terre qu'ils avaient soignée ensemble. Elle évoqua sa méfiance initiale, ses doutes, les incohérences, puis les révélations, les documents, les noms. Elle insista sur un point. À aucun moment, Marc n'avait cherché à la manipuler. Il n'était pas venu se cacher. Il était venu respirer. Le silence dans la salle était total. Même les membres de la presse, habitués aux récits spectaculaires, semblaient désarmés par la simplicité de ses mots. « Ce n'est pas un homme qui a fui », conclut-elle. « C'est un homme qui a choisi de ne plus mentir. Et il savait qu'en disant la vérité, il perdrait tout. Mais il l'a fait quand même. Je ne suis pas ici pour le sauver. Je suis ici pour dire que ce qu'il a fait m'a rendu fier de l'avoir connu. » Elle regagna sa place, tremblante. Marc la regarda sans un mot, mais ses yeux brillèrent un instant, et ce fut plus éloquent que n'importe quel remerciement. La dernière heure de l'audience fut consacrée à la plaidoirie du procureur, qui reconnut que l'ensemble des pièces apportées par la défense obligeait à requalifier l'affaire. Il admit que des investigations complémentaires étaient nécessaires, notamment sur les membres du conseil d'administration de la Fondation et sur l'implication potentielle d'intermédiaires liés à des entreprises internationales. Il conclut que, dans l'état actuel du dossier, la détention provisoire de Marc-Antoine Marchand ne se justifiait plus. Mais c'est dans les minutes qui suivirent que la salle fut réellement secouée. Alors que le juge s'apprêtait à lever la séance, l'avocat de Marc demanda la parole une dernière fois. Il tendit un dossier rouge au magistrat, visiblement préparé à l'avance. Ce document contient des aveux signés par un ancien cadre de la Fondation, aujourd'hui sous protection en Suisse. Il y reconnaît l'existence de montages frauduleux, confirme que M. Marchand a tenté de s'y opposer et atteste que l'ordre d'éliminer toute trace de ces investigations est venu directement du père de l'accusé, M. Gérald Marchand. Un murmure parcourut la salle. Le nom avait été prononcé, et ce nom changeait tout. Le juge prit quelques instants pour consulter le document, puis annonça qu'une enquête pénale serait désormais ouverte à l'encontre de plusieurs membres de la famille Marchand. Marc-Antoine fut libéré sous contrôle judiciaire immédiat, avec interdiction de quitter le territoire mais sans obligation de résidence surveillée. Camille, en sortant de la salle, sentit ses jambes fléchir. Ce n'était pas encore une victoire, mais c'était un tournant. Marc n'était plus un fugitif. Il était redevenu un homme que la justice avait décidé d'écouter. Et au fond d'elle, dans le tumulte du palais, elle sut que cette bataille n'était plus seulement la sienne. Elle appartenait désormais à un combat plus large, un combat contre le pouvoir sans visage, contre le silence organisé. Et elle n'avait pas peur d'y participer. Lorsque Camille quitta le tribunal ce soir-là, Paris semblait avoir changé de visage. La ville qui l'avait accueillie comme une étrangère perdue
lui renvoyait désormais l'écho d'un accomplissement inattendu. Elle n'était plus seulement la jeune femme du domaine oublié, elle était devenue le témoin pivot d'un renversement dont les ramifications n'étaient pas encore mesurables. Ce qu'elle avait dit avait porté et ce qu'elle avait défendu avait trouvé écho là où elle s'y attendait le moins, dans l'opinion publique. Le lendemain, les titres dans la presse étaient explicites. Plusieurs médias nationaux, y compris ceux qui avaient autrefois relayé sans nuance la version de la famille Marchand, reprenaient désormais l'angle proposé par Élise Laurent. Le fils qui a dit non, titrait l'un, Marchand contre Marchand. L'héritier rebelle met à nu l'Empire, écrivait un autre. Dans les émissions de débat, on parlait de Camille avec admiration, parfois avec étonnement, comme si sa parole avait légitimé ce que les chiffres seuls n'auraient su rendre humain. Mais dans les coulisses, la famille Marchand vacillait. Gérald Marchand, jusqu'ici intouchable, fut convoqué à son tour par le parquet. Le dossier rouge, déposé lors de l'audience précédente, avait été validé par des experts juridiques et financiers. Les aveux du cadre en Suisse contenaient des preuves de réunion, d'instructions écrites, de transferts validés. Et si ces preuves ne suffisaient pas encore à le faire tomber, elles l'avaient déjà contraint à suspendre ses fonctions dans les conseils d'administration qu'il dirigeait. Des sponsors prenaient leur distance. Des partenaires annonçaient la révision de leurs engagements. Le nom Marchand, jusqu'alors synonyme de stabilité, devenait synonyme de soupçon. Camille, elle, refusa toutes les demandes d'interview qui affluèrent. Elle avait parlé une fois, et cela avait suffi. Elle ne voulait pas devenir un symbole, encore moins un visage pour une cause qui ne lui appartenait pas entièrement. Elle voulait revenir à l'essentiel, à ce qui avait été à l'origine de tout, ce lieu entre les collines, cette maison effondrée qu'ils avaient relevée à deux, cette terre silencieuse qui portait leur histoire. Elle rentra en Bourgogne par le même train qu'à l'aller, cette fois accompagnée d'un sentiment d'urgence doux, presque nostalgique. Le paysage, vu depuis la vitre, défilait à une vitesse familière. Elle reconnaissait les villages, les petites gares désertes, les champs dénudés de l'hiver naissant. Elle était partie seule, déterminée à comprendre. Elle revenait changée, sans certitude, mais forte d'avoir fait ce qu'il fallait. À son retour au domaine, rien n'avait bougé. Les outils étaient à leur place. Les légumes d'hiver, moins nombreux, continuaient à pousser malgré le froid. Elle nettoya la cuisine, aéra les pièces, ralluma le poêle. Elle resta plusieurs jours sans voir personne. Elle avait besoin de solitude, mais pas celle du repli, une solitude habitée, consciente, nécessaire. Elle repensait à Marc, à ce qu'ils avaient construit. Elle se demandait s'il pensait encore à elle, là où il était, surveillé, isolé, mais libre. Et surtout, elle se demandait s'il reviendrait. Mais aucune lettre n'arriva, aucun appel, rien. Jusqu'à ce matin-là, il faisait froid. Une brume épaisse couvrait les champs. Camille sortait de la grange lorsqu'elle aperçut la silhouette d'un véhicule utilitaire à l'entrée du chemin. Elle fronça les yeux, s'attendant à un livreur. Mais ce n'était pas un véhicule ordinaire. Peint en blanc, sans logo, il s'approcha lentement et s'arrêta devant le portail. Un homme descendit. Il portait une veste simple, un pantalon de travail, des gants en cuir. Il semblait tout droit sorti d'un chantier. Mais Camille reconnut aussitôt la posture, le regard, la façon de marcher. Marc. Elle resta figée quelques secondes. Il ne bougea pas non plus. Puis, lentement, il s'approcha, les mains vides. Elle ouvrit le portail, sans dire un mot. « Je n'ai pas pu t'écrire, dit-il. » Il lisait tout. Elle hocha la tête. Elle n'attendait pas d'excuses. Elle voulait comprendre. « Tu es libre ?» « Complètement. Ils ont laissé tomber. Mon père a été contraint de se retirer. Je ne peux pas retourner à cette vie. Mais je peux enfin respirer. » Elle ne répondit pas. Il la regarda puis sortit de la poche intérieure de sa veste une enveloppe épaisse qu'il lui tendit. « Ce n'est pas pour toi. C'est pour le lieu. Ce qu'on a commencé ensemble, je veux le continuer. Pas comme un héritier, pas comme un fuyard, comme un homme qui a trouvé un sens. » Elle ouvrit l'enveloppe. Il y avait des papiers notariés, des documents de transfert, un acte de fondation. Marc avait utilisé une partie de sa part d'héritage, celle qu'il avait pu récupérer avant de tout quitter, pour créer une association. Pas à son nom, pas à celui de Camille, mais au nom du domaine. Je veux que ce lieu soit un refuge, pas pour moi. Pour ceux qui, comme toi, comme moi, n'ont plus nulle part où aller. On pourrait créer un programme, former les jeunes,
leur apprendre à cultiver, à rénover, à bâtir quelque chose qui dure. Camille ferma l'enveloppe sans parler. Il n'y avait rien à dire. Tout était là. « Je ne veux rien imposer, ajouta-t-il. Si tu refuses, je comprends. Mais je reviendrai quand même, parce que je n'ai pas trouvé un endroit meilleur que celui-ci, ni une personne plus vraie que toi. » Elle le fixa longtemps. Puis elle se détourna et commença à marcher vers la maison. « Tu peux entrer ?» dit-elle sans se retourner. Il la suivit. Ce jour-là, il n'y eut pas de fête, pas de déclaration, pas d'embrassade. Juste 2 silhouettes dans une cuisine trop grande, 2 tasses de café et un silence léger, presque heureux. Le scandale, les procès, les articles, les héritages, tout cela appartenait désormais à l'arrière-plan. Devant eux, il y avait une table, un cahier vierge et un avenir à écrire à 2. Et cette fois, ils savaient que personne n'écrirait à leur place. Le printemps arriva plus tôt cette année-là. Les dernières gelées avaient quitté la vallée et une douceur nouvelle enveloppait le domaine, comme un linge propre posé sur une table ancienne. Camille, debout au milieu du potager, observait les pousses naissantes. Les rangs étaient nets, le sol régulier, l'air chargé de cette odeur d'humus humide propre aux terres qui renaissent. Tout autour, les arbres, encore timides, laissaient entrevoir leurs premiers bourgeons. Elle tenait un carnet dans une main et un crayon dans l'autre, notant chaque observation, chaque détail, chaque idée. Le domaine n'était plus un abri précaire. Il était devenu un projet structuré, une promesse en cours de réalisation. Depuis le retour de Marc, les choses s'étaient accélérées. En silence d'abord, puis à mesure que les jours s'allongeaient, avec une énergie de plus en plus évidente. Il ne vivait pas dans la maison principale, mais dans la petite dépendance qu'il avait lui-même aménagée. Il respectait l'espace de Camille, sans chercher à l'envahir. Leur quotidien s'était installé comme une partition discrète. Travail tôt le matin, partage des tâches, réunions autour de vieux cahiers où ils traçaient les contours de ce que le domaine allait devenir. Ils avaient décidé ensemble de fonder un centre d'accueil et de formation à destination des jeunes en rupture familiale ou sociale. Pas une école, pas une institution. Un lieu vivant, humain, ancré dans la réalité. On y apprendrait à cultiver, à cuisiner, à réparer, à vivre en autonomie. Les plans s'étaient dessinés à la main, sur la grande table de la cuisine. Ils avaient décidé de restaurer 2 bâtiments supplémentaires, d'ouvrir des chambres communes, un atelier de menuiserie, une serre pédagogique, et surtout un espace de parole, simple, sobre, où chacun pourrait déposer son histoire sans crainte d'être jugé. L'argent nécessaire, Marc l'avait mis à disposition sans fanfare. Il n'avait pas voulu que son nom figure sur les documents officiels. L'association avait été enregistrée sous un nom choisi ensemble, Terre Haute. En référence à l'altitude modeste mais symbolique du domaine, et à l'idée d'élever au sens le plus humain du terme ceux qui y passeraient. Un matin, alors que Camille classait des factures dans la pièce qu'elle appelait désormais le bureau, elle reçut une enveloppe inhabituelle. Pas de timbre, une simple feuille blanche pliée avec soin, glissée dans la boîte aux lettres rouillées. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une commande. Une demande très spécifique adressée à la ferme de Camille Duroc. On y sollicitait 100 paniers de produits biologiques, assortis de confitures, de fromages de chèvre, de savons artisanaux. Une demande importante pour un événement particulier. Au bas de la page, une signature « Monsieur Marchand ». Elle comprit immédiatement, ce n'était pas un test, ce n'était pas une surprise, c'était un message. Une manière douce et discrète pour Marc de dire que leur travail, désormais, rayonnait au-delà des murs du domaine. Elle lut et relut la lettre, puis elle sourit. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une joie stable, enracinée, presque simple. Le matin suivant, elle préparait les paniers dans la grange lorsque quelqu'un frappa à la porte. Pas une frappe pressée, une frappe claire, posée. Elle s'essuya les mains sur son tablier et traversa la cour. Elle ouvrit. Il était là. Marc, pas en costume, pas en ouvrier, juste lui. Des bottes aux pieds, un pull clair, les cheveux plus longs, le visage reposé. Il tenait une caisse en bois pleine de jeunes plants, soigneusement étiquetés. « Je me suis dit que ces variétés te plairaient, » dit-il. Camille le regarda, puis elle le laissa entrer. Le reste de la journée se déroula comme une évidence. Ils plantèrent ensemble. Marc parla peu, Camille aussi, mais tout dans leurs gestes parlait à leur place.
Il n'était pas revenu comme un visiteur. Il s'installait comme un homme qui avait enfin trouvé un lieu où rester. En fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait derrière les collines, ils s'assirent sur le banc en bois près du puits. Camille buvait son thé. Marc nettoyait ses gants. Ils ne regardaient pas dans la même direction, mais leur silence se répondait. « Tu sais, dit-il finalement, quand j'ai fui cette vie, je pensais chercher un abri. Mais je n'ai trouvé qu'un terrain, un lieu brut. Ce que j'ai trouvé ici, ce n'est pas seulement de la terre, c'est une direction. Et maintenant ?» demanda-t-elle. Il la fixa, droit dans les yeux. « Maintenant, je veux rester. Pas pour moi, pas seulement. Pour ceux qu'on va accueillir, pour les mômes qu'on va aider. Et pour toi aussi, si tu le veux bien. » Camille posa sa tasse sur le bord du banc. « Ce lieu t'a changé. Mais il ne s'est pas construit seul. Moi non plus. Je ne suis plus celle d'avant. Et pour ça que ça fonctionne, répondit-il. Parce qu'on avance. Pas vers ce qu'on était, mais vers ce qu'on décide d'être. » Ils restèrent là jusqu'à ce que la lumière décline totalement. Et lorsqu'ils rentrèrent, aucun des deux ne se sentit obligé de fermer la porte derrière eux. Parce que le vent n'était plus un danger. Parce que le monde extérieur, cette fois, ne faisait plus peur. Ils savaient qu'il restait du travail. Que les jeunes n'étaient pas encore arrivés. Que les dossiers et les démarches, les projets prendraient du temps. Mais ils avaient cessé d'attendre que quelqu'un d'autre donne la cadence. Le domaine battait désormais à leur propre rythme. Et dans ce rythme, chaque pas comptait. Chaque silence, chaque regard. Sans déclaration, sans grand geste. Juste une vérité nue, comme la terre retournée sous leurs ongles. Ils étaient revenus à l'essentiel, et rien ne pourrait plus les en détourner. Le domaine n'était plus un lieu oublié. Ce n'était plus une maison délabrée au bout d'un chemin de terre, ignorée par les cartes et par le temps. Le sol avait été retourné, les poutres redressées, les fenêtres remplacées. Mais plus encore que l'aspect matériel, c'était la nature du silence qui avait changé. Il ne s'agissait plus d'un silence de solitude ou d'abandon, mais d'un silence habité, entrecoupé de rires, de discussions, de bruits de vie. La transformation s'était opérée progressivement. D'abord par des candidatures reçues à travers les réseaux associatifs, ensuite par les premières arrivées. 3 jeunes d'abord, puis 5, puis 8. Tous différents, venus d'histoires compliquées, de foyers instables, d'échecs scolaires, d'exclusions en série. Mais tous avaient en commun ce besoin de repartir de zéro, et ce domaine, perché à l'écart du monde, leur en offrait la possibilité. Camille et Marc avaient décidé de n'imposer aucun programme rigide. La première règle, c'était d'écouter. Chaque jeune arrivant passait ses premiers jours sans tâche assignée, sans horaire fixe, juste à observer, à marcher, à comprendre les lieux. Ensuite, ils étaient invités à participer à leur rythme, à la cuisine, au potager, aux travaux de rénovation, aux soins des animaux. Il n'y avait pas de notes, pas de bulletins, mais il y avait des résultats, visibles, tangibles, chaque jour. Une clôture droite, une plantation réussie, un repas partagé. Le Centre Terre Haute s'était structuré autour de cette philosophie, apprendre par l'utilité, réparer par la responsabilité, se reconstruire par la contribution. Très vite, les premiers résultats attirèrent l'attention. Les éducateurs vinrent visiter. Des responsables de structures sociales demandèrent à collaborer. Mais Camille resta ferme. Pas de financement conditionné, pas d'ingérence extérieure. Le projet devait rester à taille humaine, fidèle à ce qu'il était au départ, un endroit qui répare. Marc, de son côté, avait trouvé un rôle qui l'épanouissait. Il gérait les aspects administratifs avec rigueur, mais sans y consacrer tout son temps. Il passait ses journées avec les jeunes, leur apprenant à utiliser des outils, à planifier une récolte, à lire un plan, à poser un toit. Il parlait peu de son passé. Quand on lui posait des questions, il répondait honnêtement, sans chercher à embellir ni à fuir. Cela inspirait plus de respect que n'importe quel discours. Camille, elle, continuait à cultiver. Elle avait repris avec plus de force encore son lien avec la terre. Chaque matin, elle vérifiait les serres, notait les besoins du jour, préparait les paniers hebdomadaires qui étaient vendus au marché local. Les habitants du village, d'abord intrigués, avaient fini par soutenir le projet. Certains venaient même prêter main forte pour les récoltes ou offrir du matériel. Le domaine, autrefois invisible, était devenu un repère, un point d'ancrage. Un après-midi d'été, alors que le soleil était à son zénith,
Camille s'installa sous le vieux chêne avec un carnet à la main. Elle observait les jeunes répartis un peu partout. 2 peignaient une barrière, un autre réparait un vélo, un groupe désherbait les allées. Marc passait de l'un à l'autre, donnant des conseils, rectifiant un geste, valorisant une initiative. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans cette scène. Et pourtant, c'était cela, précisément, qui la rendait unique. Elle repensa au chemin parcouru, à la Camille d'avant, celle qui vivait dans la peur du lendemain, dans l'économie de tout, du geste, de la parole, de l'espérance. Elle repensa à la première fois où elle avait vu Marc, trempé, hésitant, devant sa porte. Elle ne savait pas encore ce qu'il représentait. Elle ne savait pas qu'en le laissant entrer, elle ouvrait aussi la porte à sa propre métamorphose. Ils avaient traversé le doute, le mensonge, l'absence. Ils avaient survécu au procès, aux rumeurs, au départ. Mais au lieu de les briser, ces épreuves avaient cimenté un socle commun. Non pas un amour idéalisé ou suspendu dans le vide, mais un respect, une complicité, un lien réel, forgé dans l'action, dans le concret. En début de soirée, Marc s'assit à côté d'elle, lui tendant une limonade faite maison. Ils restèrent silencieux quelques minutes, observant le domaine qui s'illuminait doucement sous les lampes solaires posées au sol. « Tu te souviens du premier jour ?» demanda-t-il doucement. « Le jour où tu as frappé à la porte ?»« Oui, je n'avais aucun plan. Je pensais juste m'abriter quelques heures. Et moi, je pensais que tu repartirais avant la nuit. » Ils échangèrent un regard. Il n'y avait plus besoin de dire ce que tous deux savaient déjà. Rien ne s'était passé comme prévu. Et c'était mieux ainsi. « Il y a une chose que je veux te montrer, » dit-il en se levant. Il la guida jusqu'à l'ancien appentis, rénové en bibliothèque commune. Sur l'un des murs, fraîchement enduit, était accrochée une plaque discrète. Camille s'approcha pour lire « À celles et ceux qu'on a oubliés, que ce lieu leur rappelle qu'ils comptent. » Elle resta un moment devant les mots. Puis elle posa sa main sur l'épaule de Marc, sans un mot. Les saisons passèrent, mais le cœur du projet ne changea pas. Chaque année, une nouvelle vague de jeunes arrivait. D'autres partaient vers de nouveaux départs, avec un sac plein de savoirs pratiques et une confiance que la société leur avait refusée jusque-là. Le domaine n'était pas devenu un sanctuaire, ni un modèle figé. Il évoluait, s'adaptait, respirait au rythme de ceux qui y vivaient. Camille et Marc restèrent les piliers, toujours présents, mais jamais dominateurs. Ils avaient appris à transmettre, à déléguer, à faire confiance. Et parfois, en fin de journée, lorsque le calme revenait, Camille reprenait son carnet et écrivait. Non pas pour publier, mais pour se souvenir. Elle écrivait les prénoms, les histoires, les réussites. Elle écrivait parce que tout ce qui avait été vécu méritait d'être gardé. Un soir, alors que la maison était presque silencieuse, Marc entra dans la cuisine, s'approcha d'elle et posa sur la table une clé. Une des chambres est prête. Il y a un nouveau venu demain. Camille prit la clé, sourit. Tu sais que ça ne s'arrêtera jamais ? C'est pour ça qu'on a commencé. Ils partagèrent un repas simple dans cette même cuisine où, des mois auparavant, tout avait commencé par un dîner inattendu. Et tandis que le vent léger soufflait à travers les volets entr'ouverts, aucun d'eux ne craignait plus d'être oublié. Ils avaient trouvé leur place.